Paris, Île-de-France. Il est 9h. Sapeur Rémi. Mort au feu. Caporal-chef Guignard. Mort au feu. Ce matin, comme chaque semaine, les sapeurs-pompiers de Paris rendent hommage à leurs collègues de la brigade, morts dans l'exercice de leurs fonctions. Mort au feu. Sapeur de première classe I2. Mort au feu. Caporal-chef Bélier. Mort au feu. Caporal Baudry. Mort au feu. L'appel des morts au feu, c'est les sapeurs-pompiers qui sont décédés sur intervention. Caporal-chef Motin. Mort au feu. Faut pas les oublier. Ils ont été là à un certain moment, certains jours, certaines heures. Il aurait arrivé le malheur, le décès. Mort au feu. Caporal-chef Pilorge. Mort au feu. C'est important de les mettre en valeur parce que aujourd'hui, c'est eux qui sont notés là. Demain, ça peut être moi. Caporal-chef Martin. Mort au feu. Sergent Salel. Mort au feu. Caporal-chef Dumont. Mort au feu. Je fais mon métier, j'ai choisi d'être pompier. C'est pourquoi? C'est pour aider les gens, c'est pas pour penser à ma petite personne. Mon but, c'est d'aller aider, secourir les gens, c'est pas de me secourir moi, quoi. L'éthique du sapeur-pompier, elle est là, c'est sauver ou périr. Donc, si on sauve une vie, qu'on perd la nôtre, c'est prévu, c'est dans le contrat. C'est tout. Fixe. Pour ensemble le repos. – 10h, à la périphérie de la ville. Un énorme incendie se propage dans un entrepôt de tissus. Une épaisse fumée est visible à des kilomètres. Les pompiers de plusieurs casernes luttent déjà contre les flammes. Mais face à l'ampleur de l'incendie, la caserne de Ménilmontant envoie plusieurs équipages en renfort. Là, on part pour un feu d'entrepôt. On sait qu'on va se retrouver avec des collègues d'autres casernes. Moi, mon rôle, ça va être d'arriver. On va se présenter au commandant des opérations de secours, qui va, lui, nous donner les missions à effectuer par la suite. À leur arrivée, les flammes ravagent l'entrepôt et risquent de s'étendre. Une première équipe est chargée de pénétrer dans le bâtiment pour attaquer le foyer de l'incendie. D'autres équipes montent plusieurs grandes échelles au-dessus des flammes. Je m'appelle Alexis, j'ai 25 ans, je suis caporal à Ménilmontant depuis 6 ans et demi. Donc moi, ma mission, c'est d'établir une lance sur l'échelle pour lutter le sinistre par le haut et enrayer les propagations. Quand j'arrive en haut, je me dis que le foyer a bien évolué et que ça va être une intervention qui va être très longue. On prend beaucoup de fumée pour avoir une bonne action sur le feu. Les missions des échelles, c'est de contenir le feu dans son volume initial et après, tous les autres vont attaquer le foyer proprement dit. Les sapeurs-pompiers se répartissent pour lutter contre les nombreux foyers qui progressent vite. Le danger d'effondrement est présent dans tous les esprits. Je m'appelle Pierre, j'ai 23 ans. Je suis pompier de Paris depuis 1 an, affecté au centre de secours de Pantin. C'est mon premier feu d'entrepôt. Je sais des expériences des autres. Une fois que tout ça est embrasé, ça peut se propager très vite. Donc c'est une course entre le feu et nous. Ils avancent pas à pas au cœur du sinistre pour enrayer sa progression.
l'eau qu'on projette se transforme en vapeur à cause de la chaleur ambiante avant de toucher les flammes. Donc on a l'impression que notre action est inefficace et on entend des explosions dans l'entrepôt. On sait que le danger est toujours là, bien sûr, mais il faut éteindre ce foyer, quoi. À l'extérieur, le capitaine Christophe a une vue d'ensemble sur les moyens engagés. Il guide ses hommes pour arrêter la propagation des flammes. Ce bâtiment, c'est un grand rectangle. Le feu se situe au milieu du rectangle. Et ce que je veux, c'est qu'il ne se propage pas aux deux extrémités du rectangle. Donc, d'un côté, je mets des moyens lourds par l'extérieur. De l'autre côté, je mets des équipes qui pénètrent à l'intérieur des bâtiments de manière à arrêter le feu à un endroit donné. Le risque pour le personnel est réel. Même si on fait tout pour les exposer le moins possible, il y a un moment où ils s'exposent quand même. Sur un incendie de ce type-là, on ne voit pas tout ce qui se passe autour de nous, puisqu'on est sur notre objectif. Et au bout d'un certain temps, on laisse la lance à la relève. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre l'ampleur du sinistre et l'ampleur de tout le renfort qui a été demandé. Ce feu, c'est un feu de grande ampleur, mais ce que je sais, c'est qu'on a réussi à le limiter et qu'il ne se propagera pas. Les objectifs principaux étaient atteints et on a limité la propagation, on a éteint le feu et on n'a pas de blessés. Donc on peut dire qu'à ce niveau-là, oui, les objectifs ont été atteints. Il aura fallu l'intervention de 160 pompiers pour maîtriser l'incendie et stopper tout risque de propagation. Marseille, 11h. Depuis ce matin, les marins-pompiers enchaînent les interventions aux quatre coins de la ville. À la caserne de Louvain, Laurent profite d'un moment de calme pour changer le fond d'écran de l'ordinateur de la salle des rapports. Comment tu fais pour changer ça, là, les gars? Tu vas dans paramètres, panneau de configuration. Où ça? Mais non, mais ça reste. T'as un écran de veille, là. Quoi? Voilà, le même moi, quoi, là? Ouais. Bon, Lolo, je vais y aller. Mais où? Je sais pas, t'avais un truc à me dire. Mais... Viens, on y va, au bon un coup. Pendant ce temps, au centre d'appel du 18. Marin-pompier, je vous écoute. Bonjour madame. Un appel est reçu pour une victime sur la voie publique, en plein centre-ville. Ne quittez pas, je vais vous mettre en relation avec le centre 15 et nous on arrive, hein, d'accord? L'ambulance de Cédric est en route. On part sur, je sais pas, une victime sur la voie publique au niveau de la pharmacie. J'ai pas plus d'informations. Je m'appelle Cédric, j'ai 30 ans, je suis second maître au CIS Louvain depuis le mois de janvier. Là, à gauche. Où? À gauche, là, à gauche. Ah, nickel. Ouais, ça va. Alors il faudrait un peu ralentir quand même. Elle est sortie des voitures, elle est anglaise. Elle est sortie des voitures, il y avait son mari là-bas. Elle est partie vers son mari et je suis arrivé sur place. D'accord. Il y en a quelque part, madame? Je parle pas bien le français. Vous comprenez un peu le français? Non, je voulais pas. Je m'appelle Stéphane, j'ai 22 ans. Je suis matelot et je suis à la caserne de Louvain depuis un mois et demi. Je voulais pas faire quelque part? Ici. Je fais les premiers gestes de secours sur la dame qui est en vacances, qui parle pas français, qui est anglaise, donc c'est plus compliqué parce que moi l'anglais ça fait deux. Ça va? Non? Pas du tout, non. Là, vous sentez? Vu qu'il y a eu un choc, elle se plaint
d'une douleur et puis elle avait un bel œuf, quoi. Et elle avait été bien enflée au niveau de l'arcade. La douleur, le mal, il est beaucoup, c'est important. Beaucoup mal. Non, beaucoup de mal. Plus de peur que de mal. Mais les marins-pompiers ont un petit problème de communication avec la victime. Moi, je maîtrise très peu l'anglais. Mon équipage maîtrisait très peu l'anglais. Vous n'avez pas la tête qui tourne? La tête qui tourne. Your head, in your head. It's okay? No headache. Le vertige. And petit peur. C'est le choc. La chance qu'on a, c'est que cette dame parle un petit peu français et où elle m'explique que tout simplement qu'elle a voulu traverser en courant le parking pour rejoindre son mari, sauf que au lieu de regarder à gauche comme ça se passe en France, elle a regardé à droite, réflexe qu'ils ont les Britanniques. Et le pauvre scooter l'a vu sortir d'un coup de derrière une voiture et n'a pas eu le temps de l'éviter, l'a percuté. Brancard, on va la mettre dans l'ambulance, ok. On va regarder au niveau de ses genoux ce qu'elle a, d'accord, dans l'ambulance. On fait un point dans l'ambulance, au moins on ne reste pas au milieu. Et après on va, d'accord. Take it, please. Désolé, Un blessé léger, un féminin, 64 ans, en cours d'examen par le VSA de Louvain. L'intervention se situe sur un parking, le véhicule ne donne pas la circulation. Je confirme à la police, monsieur Stang. Elle a une belle bosse au niveau de l'arcade, mais voilà, rien de bien méchant. Donc par précaution, sachant qu'elle a pris un coup au niveau du visage quand même, on l'amène aux urgences de l'hôpital de secteur pour qu'elle se fasse examiner et se résorber sa bosse. Je vais prendre une tension. Ouais, on va prendre ça, les constantes. Et madame, on va aller à l'hôpital pour... Oui. Vous avez une bosse au niveau de la tête. Elle était allée pour faire une visite à Notre-Dame de la Garde. Je pense qu'elle va se rappeler. Hein. Moi, je m'en rappellerai en tout cas. Après quelques heures passées aux urgences, la touriste anglaise sortira de l'hôpital avec de légères blessures et pourra poursuivre ses vacances à Marseille. Au même moment, à Lille, les pompiers interviennent pour un élève d'une classe de primaire qui s'est blessé en cours de sport. Je m'appelle Valentin, j'ai 30 ans, je suis sapeur-pompier professionnel au sein de la caserne Lille-Bouvines depuis 9 ans. Ça va les enfants? On est déclenché pour un blessé lieu public, donc quand on arrive c'est dans une école. Le directeur nous dirige vers une salle de classe où là on a un élève qui est allongé sur les tables, qui se plaint d'une forte douleur au niveau du tibia. On va retirer ta chaussure tout doucement. On va allonger la jambe. Si on va l'allonger tout seul. Laisse faire. Laisse ton genou aller. Moi je vais. Ça fait mal où? Non, ça peut pas faire mal, on n'a pas encore touché, regarde, on n'a même pas nos mains. Je m'appelle David, j'ai 35 ans, je suis adjudant, je suis à Bouvines depuis 8 ans et pompier professionnel depuis septembre 2000. Casse-moi pas le doigt, hein. Attention. Hein. Ce gamin il est complètement apeuré, il a très mal à la jambe et il nous laisse pas faire. Il faut chercher la petite bête, il faut savoir pourquoi il a mal comme ça, etc. C'est pas évident. Est-ce que tu sais bouger tes orteils? Attends, j'enlève ta chaussette là. Voilà, nickel. Est-ce que tu sens là? Mais non, ça va regarder par là. Ça fait mal quand tu bouges les orteils. Est-ce que tu sens la peur? N'aie pas peur. Hop là, c'est fait. Regarde, c'est fait, on a parlé. Il était vraiment crispé, hyper énervé, hyper tendu. Et là, pour travailler, c'est pas évident. Ici, ça fait mal? Mon os. Ton os? Là, mon os gauche. Ici? T'as mal ici, t'es d'accord avec moi? Donc ici, à ton genou, t'as pas mal. Donc le genou, il peut bouger? Non. Si. Bah si. Non, j'ai mal. Maman. Mais si, on va serrer. Tu serres le doigt. Écoute. Tu serres le doigt de me... Si tu n'as pas mal au genou, tu peux le plier. Il faut parlementer avec le petit pour le rassurer, pour lui expliquer ce qu'on va faire, pour qu'il puisse se détendre un peu, pour qu'on puisse travailler correctement. T'as quel âge, bonhomme? 7 ans.
T'as 7 ans, bah t'es un grand. Et en plus, tu fais du foot. Tu fais du foot. Et au foot, t'as pas pris de coups. Ah non, tu mets les protèges tibiaux. Ah ouais. Et là, t'as pas mal ici. Jusque là, ici. De là à là-bas. Jusque ton orteil. Pour la mère, c'était un petit peu du cinéma. Pour nous, un mélange de cinéma et de douleur. On prend quand même les précautions, nous, qu'il faut. On va mettre une attelle quand même, on va se faire quand même de bras. Ah, maman, je vais venir avec, ne t'inquiète pas. On va mettre une attelle, on va aller chercher un truc. On va enrouler ton pied, on va mettre une attelle. Ça marche? Et comme ça, ça va tenir ton pied. Ça marche? Il a pris un coup au niveau du tibia. Par précaution, on lui met une attelle à la jambe pour effectuer le transport pour des radios sur un centre hospitalier. Tu sens? Ça te chatte ta jambe, hein? Voilà, tu peux aller rejouer au foot. Allez, tu peux aller rejouer au foot. On refait un match? Non? Il a vraiment mal. Il a vraiment mal. On a réussi à passer par au-dessus de sa peur en lui disant, ben voilà, t'inquiète pas, on est là, on va t'aider. Et à partir de là, il a commencé à se calmer petit à petit. Allez, on y va? Hop. Alors, fais voir. Est-ce que t'as mangé beaucoup de chocolat ou pas? On avait commencé à préparer la chaise et il était tellement apeuré qu'on allait, si on commençait à sortir du matériel, j'ai décidé de le prendre dans mes bras pour le transporter jusque dans l'ambulance. C'était un poids plume. Allez, vas-y. Allez, celle-là, tire fort. Allez, 1, 2, 3. Oh. Hop. Hop là. Hop là. Hop, attention, lâche-moi. Maman, Mais non. Ben oui, c'est normal, regarde. Et une fois dans l'ambulance, je l'ai installé, on avait mis le matelas coquille, on l'a bien calé dans le matelas, il était bien à l'aise. Et t'es en quelle classe alors? T'es sage à l'école? Ouais, c'est sûr. Je demande à maman. Ouais. Il est sage? Elle me dit que non. Elle me dit que t'es pas très sage. Elle ment. Non, elle a raison. Il travaille bien, c'est ça. T'as des bonnes notes? Non, ça va alors. Bon, j'essaye de parler avec lui, de jouer avec lui pour lui faire oublier la douleur. Il joue un petit peu, mais bon, après, il est toujours mal quand même. Il a toujours mal. Il y avait aïe. Allez, ça va aller. Je m'appelle Lucas, j'ai 7 ans. Voilà. Ça va, ça fait moins mal avec la telle. Ouais, tout de suite. Hein. Ça guérit bien, ça. Non, je veux pas de cinéma. Faut pas de foot. J'avais vraiment mal. C'est les pompiers du calendrier. Ouais, c'est vrai, c'est mieux. T'as acheté le calendrier? T'as pas acheté le calendrier? Oh, je vais faire arrêter l'ambulance. Oh. Pour les enfants, il faut essayer de les faire rire, faut pas qu'ils s'inquiètent. Faut les rassurer. Leur montrer que c'est pas grave, que ça va aller. Si on peut détendre des fois l'atmosphère et essayer de faire rire les gens, c'est aussi une partie du métier, quoi. Rassurer les gens. Hop là, c'est parti! Les pompiers sont très gentils. Valentin accompagne le petit Lucas jusqu'aux urgences pédiatriques. La jambe du petit garçon sera rapidement examinée par les médecins. Quand on repasse à l'hôpital après une autre intervention, on va le voir, on va prendre de ses nouvelles. On avait encore une de ses baskets dans l'ambulance. C'était une occasion de lui rendre sa basket. Et là, en fait, ouais, je regarde les radios, il y avait les radios affichées, le médecin me dit « Regardez, là, il y a la fracture ». Effectivement, on voyait une belle fracture au niveau du tibia et ils étaient en train de lui poser un plâtre. Il va pouvoir montrer le plâtre à ses copains à l'école. « Regardez, j'ai mis un plâtre ». Du coup, non, c'était pas une tonne chochotte que ça. Après avoir rendu sa chaussure à Lucas et pris de ses nouvelles, Valentin et son équipage rentrent à la caserne. La nuit est tombée à Marseille. À la caserne de Louvain, l'alerte vient d'être donnée. Un homme a fait un malaise et n'arrive plus à s'exprimer. On part pour une personne dans un lieu public. Apparemment, elle ne parle pas. Elle est dans la cour et elle ne parle pas.
Donc on verra plus sur place. Donc vous le connaissez? C'est un filial de la mosquée. D'accord. Et donc là, il est arrivé ce soir et donc il parle pas. Voilà, c'est lui. D'accord. Donc il était là, il parlait correctement et d'un coup il s'est arrêté. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Monsieur, bonsoir, c'est les pompiers. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est les pompiers. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? D'accord. C'est un homme d'une cinquantaine d'années qui est vraiment en crise, qui n'arrive plus à parler, qui crache, qui n'arrive pas à s'exprimer. Monsieur, essayez de vous calmer. Regardez-moi. Bon. Je me dis, ça doit être une crise d'hypoglycémie. Avec l'expérience, on sait que c'est dans le même genre. Donc on l'installe de suite sur notre brancard. C'est diabétique qu'on les Oui, le connaît. D'accord. Est-ce qu'il est insulino-dépendant? Oui. D'accord. C'est quoi comme maladie? Attends. Donc il est en crise parce qu'il est en manque de sucre. Il se débat dans tous les sens, il n'arrête pas de gesticuler, il donne des coups. Donc, mais lui, il s'en rend pas compte en fait. Oui, bonsoir, quartier sur la de Louvain, la mission 181. Oui. Donc c'est un monsieur qui fait, j'ai appris qu'il était diabétique et donc là il fait une crise de diabète en fait. Ouais. Comment? Il est très agité quand même ce monsieur. C'est bon, merci. Allez, au revoir. C'est des crises qui sont assez violentes, c'est spectaculaire, mais on a la chance qu'il y ait des personnes autour qui nous aident à le tenir pour éviter qu'il se blesse, parce qu'il peut tomber et se faire mal. Vous le tenez, mais pour pas qu'il se fasse mal, mais allez-y doucement. Hein. Là, en l'occurrence, il est en danger pour lui-même et il met en danger les personnes autour de lui. Les bras partent dans tous les sens, il cherche à retirer les ceintures, donc du coup, on lui tient juste les mains pour pas qu'il se fasse mal. C'est assez difficile à gérer, on lâche plus ou moins les prises. On voit qu'il recommence à se débattre, donc du coup, on le retient. Et en fait, on fait ça pendant 10 minutes en attendant l'arrivée du médecin du SAMU. Ce monsieur, donc je sais pas trop son âge, 55 ans environ, qui a commencé il y a un quart d'heure, donc il est diabétique connu, insulino-dépendant, c'est tout ce qu'on a. Le cerveau, c'est un organe qui a besoin de sucre. Et s'il n'a pas sa dose de sucre, ça va faire l'effet en fait, d'agitation, de crise, les nerfs, les sueurs qui vont apparaître. Là, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est l'injection de sucre dans le sang pour remonter son taux de sucre. Tu peux la fermer, ma voix? Allez, monsieur, on se calme. 2 secondes. 2 secondes. Écoutez-moi. 2 secondes, calmez-vous, 2 secondes. Et il se débat encore beaucoup parce qu'on est 3 à le tenir. Moi, je suis sur ses bras, je lui tiens les 2 bras, mais j'ai tout mon poids parce qu'il arrive à me soulever. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Allez. Monsieur. Calmez-vous. Monsieur, écoutez-nous. Allez, doucement. Calmez-vous, monsieur. Doucement. Monsieur, calmez-vous. C'est bon? Calmez-vous. Ça va mieux? Allez, c'est fini? Allez, doucement. On détend les jambes, tranquillement. Allez. Tranquillement. Monsieur, on se détend et on vous lâche. Allez, détendez-vous, on vous lâche. Monsieur. C'est bon, monsieur? Allez. Ça va mieux, monsieur? Ça va? Ça va? Ça, il a mal au bras. Ça va? Dis-moi, ça عندك les mixtars, ça fait combien de minutes c'est que tu as fait? Vous dites quoi là? 25. Pardon? L'insuline quoi? Oui, c'est combien t'as pris? Combien de minutes? 25. Il a fait 25 minutes tout à l'heure. D'accord, il a pas mangé. T'as pas mangé? J'ai pas mangé. Eh voilà, c'est le problème. J'ai mangé un peu. Attends. Une crise comme ça, c'est vraiment la première fois que j'en fais. Ouais, c'est normal.
C'est impressionnant de voir qu'une personne peut changer comme ça en l'espace d'une minute avec simplement l'injection de sucre dans le sang. Elle passe d'une crise d'agitation à rien du tout, à une personne normale. Vous avez quel âge? Vous n'êtes pas rouillé encore, hein? Il y a de la force encore, hein? Et ouais. Ah, c'est normal, je travaille dans le bâtiment, hein. Dans le bâtiment? Dans le BTP? Vous faites quoi dans le bâtiment? Tous les travaux. Tous les travaux? Maçon. Vous avez quel âge? Maçon? Rénovation. Peinture. Vous avez quel âge? 48. Alors on va faire un électrocardiogramme, là, d'accord? Juste vous demander de ne pas bouger. Là, le médecin il va voir. On va voir si on laisse le monsieur ici. Par contre, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne le chercher ou qu'il le ramène. On va lui demander de train. On va voir avec le médecin. La personne, elle revient, elle commence à reprendre ses esprits. Et 10 minutes, un quart d'heure, on reste un petit peu avec lui et le médecin décide de le laisser partir, rentrer chez lui. Tout va bien. Là, je vais bouger un peu, là, hein. Ouais, bouger et puis manger aussi. Non, je vais rentrer direct. Ouais, rentrez, mangez un bout. Merci, hein. Pas de rien, monsieur. Merci, hein. Bon service. Merci, docteur, hein. Prenez votre temps. Merci, hein. Sur la marche haute. Hop. Ça va bien, docteur? Ça va? Bonne soirée. Bonne soirée. Excusez-moi. Bonne soirée. Allez, bon courage, chef. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Nous, de notre côté, notre travail est fait. Donc du coup, on nettoie l'ambulance, on réarme l'ambulance. Et pour nous, l'intervention est finie. Lille, 5 heures du matin. Le jour se lève. Un événement grave est en train de se produire. Les pompiers hier, franchement. C'est un appartement ou une maison? Oui, c'est un appartement. Je vais ouvrir l'appartement. Vous êtes seul, je sais pas. Non, il y a quelqu'un en haut, mais lui, je sais pas où. Il crie en haut et il crie. Il faut aller le chercher pour qu'il descende. Hein. Mais oui, bien sûr, je vais essayer. D'accord, on va arriver, monsieur. Un incendie s'est déclaré dans un immeuble et a surpris les habitants dans leur sommeil. Après avoir été alertés par l'un d'eux, les pompiers de la caserne de Bouvines partent immédiatement sur les lieux. Je m'appelle Jérémy, j'ai 37 ans, je suis sergent-chef, je suis sapeur-pompier depuis bientôt 15 ans. On est déclenché aux alentours de 5h20 pour feu d'appartement. On part avec l'échelle, l'ambulance et la VL officier. Dans le camion, on est déjà vite dans le truc, on est en train de vérifier son matériel, de se préparer. C'est un gros moment d'adrénaline. Alors que les pompiers arrivent sur les lieux de l'incendie, un second appel du voisin parvient aux pompiers. Un des habitants serait pris au piège dans son appartement. Chez vous, s'il vous plaît. Chez vous, il y a des gens à l'intérieur coincés au deuxième étage. Oui, oui, c'est ça. Deuxième étage. Il y a Au deuxième étage. Oui. D'accord, on arrive, on est sur la route, vous avez un pompier là. D'après le repérant, il y aurait des personnes coincées au deuxième étage. Mets-toi en face. Avec le matériel incendie hors connaissance. C'est parti. Il y aurait une victime à l'intérieur. Ça change la donne parce que chez nous, la priorité est aux victimes. Oh, ici. Là. Je m'appelle Jérôme, j'ai 34 ans, je suis sergent. Ça fait 10 ans que je suis pompier et 6 ans à la caserne Lille-Bouvines. À notre arrivée sur les lieux, les premiers réflexes, c'est prendre le matériel incendie et partir en reconnaissance pour essayer de sauver la victime. On masque les gars, on masque. On masque. On masque, allez. Allez. On passe les tuyaux. Faut faire au plus vite et essayer de la trouver le plus rapidement possible. Il y a quelqu'un là-haut apparemment. Il y a un plafond de fumée super important. Juste là au-dessus. Ok? Reçu. La priorité aux victimes, les gars. Il y a beau avoir un feu, ça a beau cramer, il y a beau avoir des flammes de partout. La priorité, c'est de sauver les gens. Là, vous prenez main droite, il y a une porte entrouverte, il y a un foyer juste derrière. D'accord? Ouais. Vas-y. On va directement chercher la victime. C'est pas un gros foyer, ça. Droite. L'ambiance est très chaude. Plus on monte,
plus on se rend compte que le plafond de fumée est bas. Et la fumée est tellement dense et compacte, très noire. Très noire. À l'extérieur, une fois l'échelle déployée, les pompiers attaquent le feu qui se propage dangereusement. Colo, t'as pas de tête là, ouais, direct, tu bloques l'échelle, on y va. Le personnel du fourgon établit ses reconnaissances et nous, à l'échelle, on se missionne aussi d'une reconnaissance au niveau aérien. Donc on met l'échelle en station et on décide d'aller voir tout de suite ce qui se passe au plus haut, quoi. Il n'y a pas de mur de refend. La toiture, elle est en continu. Tu vois ? Donc on va vérifier ce que c'est comme charbon. On se rend compte qu'on est sur un feu généralisé d'appartement et non pas sur un simple feu de pièces, chambre ou cuisine. Putain, on voit rien de tirer. Jérôme et son équipage sont toujours à l'intérieur, à la recherche de la victime. Il y a quelqu'un. Oh, c'est un pompier. Lorsqu'on cherche après la victime, on fait tout pour se faire entendre. Si la victime pourrait nous répondre, si elle était encore un peu consciente ou quoi, histoire de nous donner une orientation pour pouvoir aller vers elle le plus rapidement possible. Putain, attends, c'est le bordel là, attends. Putain, alors. On est où? J'ai des chaises, j'ai une table. Il faut être vigilant absolument à tout. On cherche, mais en même temps, on regarde bien dans quoi on s'engage. Parce qu'il y a moi, mais il y a mon binôme également, quoi. Stop! Reste accroché à moi. Ok, t'es où là? C'est bon, je t'ai. C'est toi là? Ok. L'immeuble est devenu un immense brasier. À l'extérieur, les pompiers tentent toujours de stopper la propagation des flammes. Les fumées montent, se propagent, s'installent dans les combles des maisons mitoyennes. Puis au bout d'un moment, tout s'embrase et les toitures partent. Propagation de toiture. Coulo, accélère, Thio, accélère! On essaie de les couper tout de suite, la propagation, en même temps que la recherche de victimes. Il y a 2 lances supplémentaires qui se mettent en place dans chaque bâtiment concerné. Une lance sur échelle, puis on traite le feu de toiture. Les pompiers restent à l'intérieur pour la retrouver. Il y a quelqu'un! Au risque de leur vie. Putain, je vois personne. Tu sens quelque chose au sol ou pas? Oh putain, ça chauffe. Wow. Ça chauffe, ça commence à devenir pesant, très pesant. La chaleur est accablante, hein. C'est un four. Mais bon, un pompier qui recule, non, ça n'existe pas. C'est la pièce qui est en face de l'entrée. Ok, on retourne vers le sol. Il y a quelqu'un? Il y avait une sorte de petit couloir qui était totalement embrasé. Et je me suis un peu levé pour voir s'il y avait possibilité de pouvoir aller faire la reconnaissance par là. Putain, et moi, il commence à se casser la gueule, là. J'ai testé le sol, il était déjà très affaibli par l'incendie. C'était devenu trop dangereux. Jérém, non, on n'a trouvé personne. Bah, pas sûr, vu que tu vois rien, donc... Quand on fait les reconnaissances dans l'appartement, il y a quand même une pièce dans laquelle on ne peut pas accéder. Puisque c'est là que le foyer principal du feu se trouve, et le plancher bois part. Les minutes passent, et l'espoir de retrouver la victime en vie est de plus en plus mince. Les pompiers poursuivent leurs recherches. Pendant ce temps, à Marseille, une jeune femme vient d'être prise en charge dans l'ambulance de Jonathan. Elle est enceinte de 2 mois et demi. Elle a fait appel aux pompiers pour de fortes douleurs au ventre. C'est pas une grossesse à risque? Vous avez pas de soucis pendant votre grossesse? Si, au début, c'est pour ça que je dois faire une IVG. D'accord. Je m'appelle Anthony, j'ai 26 ans. Donc ça fait 1 an et demi que je suis à Louvain et je suis quartier maître de première classe, chef d'agré. Et donc là, ça vous fait des mal dans le ventre? J'ai mal au ventre et derrière le dos en bas. T'as combien les constantes? J'ai 14,7. 14,7. Tension, bras gauche.
Voilà, ça, dessus. Tenez, madame, je vais mettre une petite place au bout du doigt. Bon, merci. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre ami? On s'est disputé, j'étais un peu là, et c'est parti en couille. Je trouve que c'est assez suspect sa façon d'être. Pour une grossesse de 2 mois et demi, d'avoir des douleurs à l'abdomen comme ça. Après, on essaye de poser des questions, savoir si la dispute avec son copain, ça a débordé. Vous n'avez pas eu de traumatisme et il vous a pas porté de coups au visage ou dans le ventre? Non? Sûr? Vous pouvez me regarder, mademoiselle? Sûr? Oui? Les pompiers comprennent rapidement que quelque chose se cache derrière la détresse de la jeune femme. On voit très bien qu'elle est en détresse. Elle veut pas me regarder en face. Elle baisse la tête et quand je lui demande les choses, elle baisse la tête et si elle me regarde, elle se met à pleurer en fait. Comme si elle voulait pas affronter ses problèmes Et donc après, j'ai compris qu'en fait, elle s'était fait frapper par son compagnon. Bon, j'appelle le médecin. Oui, allô? Oui, bonjour. Quartier médecin sur la 2 Louvain, pour la mission 14. Ouais. Pourquoi vous voulez pas? Regardez vos mains, elles sont très bien. Elle bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, non. Vous avez peur de quoi? Je veux partir. Mademoiselle, c'est ça, c'est... Expliquez-moi. Pourquoi vous voulez pas? Expliquez-moi. Expliquez-moi, après on avisera. Là, elle commence un peu à être agitée, on la voit un peu en état de panique. Et en fait, elle veut sortir. Elle veut plus venir à l'hôpital. Et j'en suis sûr qu'il s'est passé autre chose. Vous avez peur de quoi? Vu que c'est une femme enceinte, il peut y avoir des antécédents pour le petit. Elle pouvait faire une fausse couche s'il l'avait frappé dans l'immédiat, le perdre dans la minute qui suit, d'où les douleurs dans le ventre. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? On peut pas y aller seul. Je tremble, mon corps. Essayez de vous calmer, s'il vous plaît, mademoiselle. Essayez de vous calmer. On va s'allonger tranquillement. Je suis avec le médecin au téléphone. On va à la conception. D'accord? Si, vous avez besoin d'y aller. Vous avez besoin d'y aller. Si, vous n'êtes pas bien pour l'instant, donc on va aller faire des examens. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Calmez-vous, allongez-vous. Ça va aller vite et bien. Tu installes. Par contre, la ceinture, tu la serres pas trop. Tu la laisses. Voilà, il faut, c'est pour votre bien. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez peur. Vous avez peur de quoi? Vous savez que d'expliquer, ça peut un peu arranger les choses. Hein. Faites parler. Quand je sais que je risque de passer à côté de quelque chose, je creuse. Je vais chercher des informations, je vais chercher plus loin. Donc du coup, c'est pour ça qu'on doit la prendre en tant que confidente. Elle doit être à côté, elle doit pouvoir s'ouvrir, parler et être calme. Être calme et rassurée. Et ça, c'est notre but premier. Vous voulez marcher, mademoiselle? Non, bien reçu. Non. Ça maintient, ça soutient. On arrive aux urgences et là, elle voit les infirmières, elle demande une cigarette. Bon, bah, je dis rien, je la laisse faire. Et en fait, dans ma tête, j'ai pensé, on n'a pas le droit, mais si je la laisse faire quelque chose, elle, derrière, c'est évident qu'elle fera quelque chose. La jeune femme, qui se sent en sécurité avec Jonathan, finit par se confier. C'est pas la première fois qu'il me frappe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris un coup de poing dans le ventre? Non, c'est cassé. Vous avez pris un coup de poing dans la joue? Non, comme ça. D'accord. Il vous a pas tapé dans le ventre? Sûr? Et donc c'est pas la première fois qu'il fait ça? Et moi, j'avais encore appelé les pompiers. Ils m'ont frappé et j'étais enceinte ce moment-là, mais je ne le savais pas. De m'imaginer qu'un homme puisse lever la main sur une femme, c'est un geste qui n'est déjà inapproprié et puis qui montre la faiblesse d'un homme. Pas bien. Parce que nous, notre place, c'est de défendre, c'est pas de rabaisser ni de frapper qui que ce soit. C'est de défendre les personnes plus faibles que nous. Je m'en fous maintenant, j'ai plus rien à perdre.
Pourquoi vous n'avez plus rien à perdre? Parce que c'est bon, j'ai plus rien à perdre, il n'y a plus personne pour moi, je m'en fous. Vous avez 18 ans. Ben, je m'en fous. Vous avez encore toute la vie devant vous. Pas de famille, mon copain, c'est bon, mais c'est pas bon, je veux plus rien. Vous savez, des copains, vous pouvez en trouver d'autres. Hein. Vous pouvez lâcher la cigarette, s'il vous plaît. Et on va aller voir l'infirmière, et vous allez raconter tout ça et puis essayer de régler vos problèmes. On essaye de lui donner espoir en la vie, en fait, et de trouver les bons mots. Il faut toujours être rassurant. On est là pour intervenir, pour secourir, pour du prompt secours. On est là pour ça aussi, hein. Ça fait partie du métier. Rassurée par les paroles des pompiers, elle accepte d'être prise en charge médicalement et psychologiquement aux urgences. Retour à Lille, où les pompiers sont toujours mobilisés sur le feu d'immeuble. Ils ont réussi à stopper la propagation des flammes et éteignent les derniers foyers. Toujours sans nouvelles de la victime, ils lancent des recherches plus approfondies dans son appartement. Il y a un autre skydive de l'autre côté. Il y a un autre skydive de l'autre côté. Ok, j'y vais. On grimpe sur la structure de la toiture, on des tuiles, on enlève tout ce qui est potentiellement combustible. Et dès qu'on voit un petit nuage de fumée, on traite le plus rapidement possible parce que ça peut très bien partir. Ça propage plus. Allez, démonstration de bobine, donc feu éteint, débleu en cours. Attends, on remet casque et tout là. Une fois que le feu a été maîtrisé, que les fumées sont blanches dans l'appartement, que c'est en pleine ventilation, on retourne dans l'appartement refaire une deuxième exploration, histoire de lever tout doute, pour être sûr que la victime n'était pas là. Du coup, la progression est beaucoup plus rapide, vu que là, il y a beaucoup plus de visibilité. Donc là, t'as le deuxième, tout le départ est d'ici. C'est par là. C'est l'appartement. C'est la partie qui n'était pas accessible, là on la découvre et là il ne reste plus rien du tout. C'est plus un appartement. C'est une ruine. C'est une ruine. Puis là on se rend compte que au pied du lit, dans la chambre, qui était complètement calcinée, on retrouve un corps humain calciné. Le feu est sournois, le feu joue, le feu progresse, le feu se déplace et voilà, là il avait pris la victime bien avant qu'on arrive. Bien avant qu'on arrive. On est déçus, Pas avoir pu la chercher là où elle était, quoi. En même temps, là, c'était vraiment pas possible. En fait, là où vous avez le foyer, c'était un couloir. Tu donnais sur une pièce, la victime était là. Nous, c'est ce sentiment de, voilà, quoi, on n'a pas rempli notre mission à 100%. Mais on peut pas gagner à tous les coups, et voilà. Et du coup, on repart avec une image supplémentaire, voilà, et qu'on met de côté. Un feu de ce type-là, ça marque toujours. Et puis, et en plus, il y a une notion de victime décédée. Ouais. Ouais, ça marque encore plus. De retour à la caserne, le drame qui vient de se produire reste vif dans l'esprit de tous. On va pas se mentir, il y a cette histoire de victime qui trotte dans la tête à tous, quoi.
continue, la vie continue. Se retrouver à la sortie de l'école à attendre son petit garçon, à l'indifférence des gens qui sont chacun dans leur vie, et avec cette intervention qui nous travaille un peu l'esprit dans la journée, on va pas se mentir. Dans la journée, même après.